Écho d'ici, écho d'ailleurs, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Aurélie Mbida, Bruno Faure. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver en 2024 avec ma camarade, ma coéquipière Aurélie Mbida, rédactrice en chef économie à Jeune Afrique. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno. Meilleurs vœux, plein de bonnes choses. Bonne année également, merci. Ensemble, comme en 2023, nous allons recevoir chaque mois encore les grands invités de l'économie RFI Jeune Afrique, ces personnalités qui comptent sur le continent, qui le développent, qui le réfléchissent, qui le questionnent, des prises de position sans concession. Et pour inaugurer cette année qui s'annonce riche en événements et en évolutions profondes, nous avons choisi un entrepreneur atypique, précoce et tourné vers l'avenir. Bonjour William Elong. Bonjour Bruno. On est ravis de vous accueillir ici dans notre cher studio 51 de RFI. William Elong, votre visage est apparu dans les radars. Vous apprécierez le jeu de mots. Il y a quelques années, on vous a présenté comme le petit génie du drone camerounais qui a grandi, en tout cas qui a engrangé de l'expérience et de la notoriété. Intelligence artificielle, intelligence économique, cybersécurité, robotique en Afrique, en Amérique, en Europe, avec un œil sur l'Asie, nous le verrons. Un parcours que vous nous résumez, Aurélie. Oui, alors William Elong, vous êtes le concepteur du premier drone Made in Cameroun, 100% assemblé en Afrique centrale, et l'une des personnalités les plus étonnantes et atypiques du monde de la tech africaine. Vous avez en effet fondé et dirigé plusieurs jeunes entreprises au Cameroun puis en Europe, d'abord dans les drones destinés à la surveillance des frontières et à la sécurité. Puis, vous avez développé vos activités dans le conseil, l'IA, l'intelligence artificielle, et l'intelligence économique. Dernièrement, vous avez lancé Faraday à Paris, une start-up qui développe un logiciel open source dans la cybersécurité. Mais en disant cela, on n'a pas tout dit. En effet, à en croire vos différents réseaux sociaux, vous vous définissez à travers des locutions plutôt élogieuses et même justifié. Geek entrepreneur, vous assumez le côté geek. Vous mettez en avant aussi votre distinction Forbes Africa 30 Under 30. Vous êtes très actif. Moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Jusque-là, en tout cas. Pardon pour l'anglicisme. Vous participez aux fameuses conférences TED, un propagateur d'idées né en Californie. Que ce soit vos activités, le vocabulaire, et même si vous faites aussi référence à la culture japonaise en vous définissant comme otaku, on baigne finalement dans l'univers anglo-saxon. D'ailleurs, vous avez passé pas mal de temps aux États-Unis, vous y avez fait quelques voyages, vous avez découvert New York dans votre jeunesse, mais ça n'est pas aux États-Unis que vous avez percé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'Europe ? C'était plus facile, l'Europe, pour réussir rapidement et pour bien réussir ? Alors, pour plusieurs raisons. La première, effectivement, du point de vue purement, et ça me permet de soulever d'emblée la question de la mobilité internationale des jeunes entrepreneurs. Lorsqu'un entrepreneur est occidental d'un pays européen, c'est plus simple pour lui de se déplacer. Pour un entrepreneur africain, qui plus est d'Afrique francophone, le plus simple, en termes administratifs, en termes de procédures, c'est souvent l'Europe. Donc c'est pour une raison objective, pratique déjà, et aussi parce que du point de vue des financements et sur les thématiques que j'aborde, notamment l'intelligence artificielle, la France est aujourd'hui, en Europe en tout cas, le pays qui mène le plus d'actions et fait le plus d'investissements. D'ailleurs, Paris est devenu en Europe la ville la plus attractive pour les startups. Donc, en réalité, mon choix est le choix de beaucoup d'entrepreneurs étrangers. Il y en a quand même qui ont réussi aux États-Unis, des Africains. Bien sûr, il y en a qui réussissent aux États-Unis et c'est mon but d'ailleurs. L'Europe n'est qu'une étape. Mais il faut bien comprendre que dans le processus de projection internationale vers le monde, partant d'Afrique, l'Europe est une escale. Alors, la France, vous l'avez découvert à l'âge de 19 ans, dans la capitale, Paris. Pourquoi est-ce que vous avez quitté si tôt dans votre vie, votre pays natal, le Cameroun ? Pour les études, tout simplement. J'avais l'envie, l'espoir et l'ambition de me spécialiser en intelligence économique. Et à l'époque, il y a quand même 10 ans aujourd'hui, l'école de référence et l'école qui est toujours de référence sur la thématique, c'était l'école de guerre économique de Paris.
Donc très naturellement et sur les conseils de mes proches, j'ai postulé, j'ai été admis au sein de l'école et le choix s'est fait naturellement. Oui, c'est en effet Paris. À l'âge de 19-20 ans, vous êtes là où vous êtes arrivé pour vos études. Vous avez obtenu donc votre diplôme, un MBA de l'école de guerre économique, vous l'avez dit, en stratégie et intelligence économique, un record de précocité quand même par rapport à l'âge d'obtention du diplôme. Dans la foulée, vous fondez votre première société, Will Brothers, spécialisée dans le conseil en intelligence économique et l'innovation technologique. Et vous la fondez à Douala, au Cameroun, parce qu'à aucun moment, vous n'avez oublié votre pays natal. Vous êtes né en 1993 à Ebonai, près de Douala et de Bafoussam. Vous avez étudié à l'école des hautes études de commerce de Yaoundé. Vous aviez 15 ans lorsque vous en ressortez diplômé. Vous avez appris, du moins par des stages, ce que c'est que de travailler dans les compagnies nationales, la Sonara, Société nationale de raffinage, mais aussi dans les télécoms chez Camtel, un passage obligé. En parallèle, vous lancez votre activité dans les drones et la robotique. On est en 2014-2015, vous avez 21 ans. Au même âge, beaucoup de jeunes ont à peine obtenu le droit de conduire ou de commander de l'alcool dans un bar. Vous conduisiez quand même ? Non, pas encore. Pas encore. Toujours pas ? Déjà. Ah bon, quand même. Le Cameroun vous le rend bien, tout ce parcours, puisque finalement, et même si vous êtes discret sur vos activités, vos clients, vos débouchés, c'est le secteur qui le veut, l'un de vos principaux contrats, vous l'avez quand même signé avec l'armée camerounaise, et vous êtes régulièrement invité en tant qu'enfant du pays, présenté comme un jeune prodige de la tech et de l'entrepreneuriat, à vous exprimer dans des forums liés à ces secteurs de l'économie. Vous profitez d'ailleurs de ces tribunes, tantôt dans la défense sécurité, l'intelligence artificielle, la robotique, les sciences, pour défendre vos opinions sur les réalités et les mots aussi de ces milieux. Mais comme vous restez un jeune entrepreneur africain, bien dans son temps, comme on dit. Vous avez également votre mot à dire sur les sujets de société, la politique. Et vous allez avoir l'occasion de le faire dans quelques minutes. Exactement. Mais vous qui avez accompli en fait tant de choses très tôt dans votre vie, vous êtes l'aîné de 5 enfants, qu'espérez-vous que l'on retienne de votre parcours ? Rien que vos frères et sœurs, par exemple, votre fils, qu'est-ce qu'ils doivent retenir ? Voilà. Ok. J'espère en tout cas que mon fils, qu'on lui dira que son père a impacté l'histoire du monde et l'histoire de la technologie, pas que l'histoire de l'Afrique, mais qu'il a apporté par son travail, par ses efforts, une révolution et qu'il a inspiré des gens. Vous-même, vous vous êtes inspiré de votre propre père ? Tout à fait. Il était aussi dans le business ? Il est toujours d'ailleurs. Ouais. Il va frimer quand il va voir ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait plein de choses. Mais justement, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des modèles. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, avant que je comprenne exactement ce qu'étaient les affaires, j'ai souffert du fait de ne pas avoir beaucoup de modèles noirs, beaucoup de modèles africains, dans la technologie surtout. Parce qu'on a des modèles dans d'autres domaines, mais dans la technologie, plus jeune, quand moi j'avais 10-11 ans, après... À 10-11 ans, moi, j'étais déjà je crois, en 3e, quelque chose comme ça. Donc, je me posais déjà des questions assez existentielles. Et j'avais envie d'avoir des modèles. Et force est de constater que le modèle que j'avais sous les yeux, c'était mon père. Parce que j'ai vu quelqu'un quitter de notre petit village, Ebonai, et se construire étape par étape et gravir tous les échelons de la société. Donc, pour moi, entreprendre n'est pas quelque chose de nouveau ou de particulier. En réalité, pour moi, c'est ne pas entreprendre qui aurait été bizarre. En parlant de modèles, vous en avez des modèles dans d'autres domaines, puisque vous êtes un fan inconditionnel de la sélection camerounaise de football, celle qui est engagée à la CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire, et un fan du président de sa fédération, Samuel Eto'o. On y reviendra. Et ça sera en toute fin d'émission. Avant cela, énormément de sujets d'actualité à aborder avec vous, William Elong. Le développement de l'intelligence artificielle, bien sûr, l'économie,
terrain de guerre, la menace cyber, les relations internationales, les questions d'immigration, les relations nord-sud. William Elong, vous êtes notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Les meilleurs passages à lire sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Bonne émission à toutes et à tous. « 2023 a été l'année de l'IA. 2024, sans doute aussi, on s'en est rendu compte lors du CES de Las Vegas, le méga salon de l'électronique aux États-Unis, qui est à l'image de la société, des voitures aux réfrigérateurs, en passant par les ordinateurs, par les drones, l'IA est partout. William Elong, pourquoi selon vous le phénomène a-t-il pris si vite, ou en tout cas s'est amplifié à une telle vitesse? Parce que jusque-là, l'intelligence artificielle reste un domaine relativement technique et relativement fermé. Et en fait, l'explosion de solutions comme ChatGPT a permis à monsieur et madame tout le monde, en fait, sur une interface simple, de se familiariser avec l'intelligence artificielle. Eh bien, ça change tout. Quand vous avez 100 millions de personnes qui peuvent accéder à de l'IA et quand vous en avez quelques dizaines de milliers qui ont une expertise métier, eh bien, ça change totalement la donne parce que dans ces millions d'utilisateurs, vous avez des professionnels, des gens du secteur public, des gens dans tous les métiers. Eh bien, c'est comme cela que l'IA infuse la société. En parallèle, on voit que l'intelligence artificielle suscite de nombreuses craintes, des interrogations du fait d'une méconnaissance des enjeux, mais aussi du manque criant de réglementation, d'encadrement de cette technologie. Vous trouvez ces discours et ces craintes légitimes ? Alors, oui et non. Maintenant, il faut préciser les choses. Aujourd'hui, les discours de crainte sur l'intelligence artificielle sont exprimés premièrement par des entreprises qui sont elles-mêmes souvent des entreprises d'IA. Premier point. Le second point, beaucoup de ces entreprises expriment ces craintes après avoir levé des centaines de millions de dollars sur le sujet. Et troisième point, elles font ce qu'on appelle du regulatory capture, qui est une méthode très prisée par les entreprises américaines qui consiste à entrer dans un secteur d'activité, lever des fonds dans ce secteur d'activité et ensuite écrire la loi sur ce secteur d'activité. Et donc, beaucoup de ces entreprises à la Commission européenne, à l'instant où nous sommes en train de parler, font du lobbying, investissent des millions de dollars en relations publiques. Chez nous, on n'appelle pas ça des relations publiques, et pour influencer les lois et donc créer des barrières à l'entrée que des think tanks européens estiment parfois à des centaines de milliers d'euros. Concrètement, ça signifie que si vous voulez devenir un de leurs concurrents, il vous faut au moins des centaines de milliers de dollars dans les caisses. Donc il va y avoir des procédures contre ça? Est-ce que les règles de la concurrence pourraient être mises en danger? Tout le point, c'est qu'ils le font avec beaucoup de subtilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, les règles de la concurrence sont telles qu'elles sont peu écrites. Et comme vous l'avez évoqué, l'intelligence artificielle est peu régulée. Il y a l'AI Act qui a été voté, mais qui ne va être mis en application qu'en 2026. Sauf que le secteur de l'IA évolue littéralement tous les 15 jours. Et entendons-nous bien, on parle de l'IA générative depuis à peu près un an. Mais en réalité, l'IA, en fait, explose depuis une bonne dizaine d'années. Au fond, avec le big data, l'explosion de l'accès à Internet, l'accès à l'intelligence artificielle s'est démocratisé dans d'autres secteurs d'activité. On pense aux voitures autonomes, on pense aux drones. Donc, ce n'est qu'un pan de l'IA qui est devenu de plus en plus commun, qui est celui des LLM et des outils type ChatGPT. Donc, la régulation n'ira jamais suffisamment vite par rapport à l'évolution du marché, c'est ça que... Pour le moment, non. Pour le moment, clairement, la régulation a du retard. Et au fond, l'Europe est en train de s'attaquer, de mon point de vue, au mauvais combat. Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, vous avez soit une IA américaine, soit une IA asiatique. Et donc, au lieu de juste réguler des secteurs, il faudrait être acteur de ce secteur-là. Donc, on ne peut pas réfléchir plus à comment rédiger des textes de loi pendant que les autres réfléchissent à créer des solutions. Il y a quand même une barrière qu'on ne peut pas démentir, c'est la question qui a animé ces dernières semaines et ces derniers mois la totalité de la société, c'est sur le biais cognitif, et notamment avec l'IA générative qui, de par son fonctionnement et ses origines occidentales, discriminerait certaines catégories de population. Donc ça concerne l'Afrique. À ce titre, du coup, on peut se demander si l'IA c'est fait pour le continent africain, quel bénéfice en tirer quand on voit qu'il y a tant d'autres priorités. Alors, la question est vaste. Il y a deux choses dans votre question. Il y a la question des biais et il y a la question de l'opportunité.
Exactement. Alors, les biais, c'est une chose. Aujourd'hui, oui, il y a des biais sur les IA et ces biais sont le fait des créateurs des solutions qui sont eux-mêmes porteurs d'une culture, d'une identité. Donc, clairement, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous posez une question à une IA taïwanaise, par exemple, est-ce que Taïwan est un pays indépendant ou pas? Eh bien, elle aura tendance à vous dire oui. Si vous posez la même question à une IA chinoise, elle aura tendance à vous dire non. Donc ça montre bien que l'IA n'est pas neutre sur la question de famille, sur la question de la sexualité, sur la question de la société. Les IA américaines ont clairement un biais qui est porté vers la vision américaine du monde. Et donc les Africains s'y retrouvent pas forcément. Les Africains s'y retrouvent peut-être plus qu'on pourrait le penser, étrangement, parce qu'aujourd'hui la technologie est quelque chose d'assez universel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y aurait certains biais cognitifs, les Africains seraient loin de cette technologie. D'ailleurs, quand on parle d'IA, on a évoqué ChatGPT, mais qui se souvient, à l'instant où nous sommes en train de parler, que ChatGPT a été modéré par des Kenyans payés $2 de l'heure? Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas souvent des enjeux, non seulement des personnes. Ça représente un problème parce qu'il y a de l'exploitation humaine derrière ces intelligences artificielles. Il y a de l'exploitation des sous-sols parce que vous avez vu, certaines entreprises ont explosé leur chiffre d'affaires ces derniers mois grâce à l'intelligence artificielle. Mais on ne parle pas du fait qu'il faut des data centers, il faut des cartes graphiques, il faut des microprocesseurs. Tout cela demande des minerais. Il faut du coltan, il faut du cobalt pour les batteries, pour les processeurs. Et tout ça vient d'où? Du Congo. Et donc, il faut bien comprendre que si on ferme les frontières de l'Afrique aujourd'hui, l'IA s'arrête. Donc, ça représente une opportunité financière pour l'Afrique parce qu'il y a un marché qui explose et l'Afrique doit prendre ce sujet à bras le corps, mais c'est aussi une faiblesse. Alors justement, certains quand même craignent une fracture liée à l'intelligence artificielle, comme on a eu une fracture numérique ces dernières décennies. Oui. Je voudrais vous faire réagir aux propos d'Amal El Fella Segrochni. C'est la présidente du Centre de recherche sur l'intelligence artificielle du Maroc, qui a des ambitions continentales. Elle était l'une de nos dernières invitées ici à Radio France Internationale. On l'écoute. En Afrique, on sait que 70% de la population est en dessous de 30 ans. Donc, il y a un terreau, mais exceptionnel, de talents. Et bien sûr, les géants du numérique... Et de clients. Et de clients. Et les géants du numérique, ils vont certainement, c'est déjà en cours, proposer un certain nombre d'initiatives sur le continent africain. Mais moi, je pense que les pays africains ont tout intérêt à garder leur souveraineté numérique et leur souveraineté dans le domaine de l'intelligence artificielle. Collaborer avec les géants, c'est une chose, s'en remettre aux géants, c'en est une autre. Et donc moi, je pense aujourd'hui que, à l'instar de ce qui s'est passé en Europe, parce qu'un pays tout seul, il ne peut pas faire face aujourd'hui. À l'instar de ce qui s'est passé en Europe, il faut créer une stratégie africaine du développement de l'intelligence artificielle. William Elong, est-ce que vous êtes d'accord? L'IA en Afrique, oui, mais en préservant la souveraineté numérique. Attention à ne pas se laisser envahir par les géants du numérique. Totalement. J'adhère surtout à ce qui a été dit en amont, à savoir qu'on peut collaborer avec les géants sans se livrer à eux. Pourquoi? Parce que Faraday, nous-mêmes, nous travaillons avec deux géants, Amazon, dans leur programme Startup, et Nvidia, qui sont les deux principaux acteurs aujourd'hui de cette révolution de l'intelligence artificielle. Et pourtant, le cœur de notre stratégie est la souveraineté. Donc oui, l'Afrique doit garder son autonomie sur ces questions-là, mais ça passe par la création de data centers locaux. Il y a du talent, c'est-à-dire, détrompez-vous, n'ayez pas l'illusion qu'il n'y aurait pas assez de talent africain en matière d'intelligence artificielle. Il y en a des milliers. Il y a des experts en intelligence artificielle à Yaoundé, à Dakar, à Bamako, à l'instant nous sommes en train de parler. Malheureusement, ces experts n'ont pas la même visibilité et lorsqu'ils créent des choses, il n'y a pas le même ramdam médiatique que lorsque ça vient de l'université de Stanford ou de Harvard, de la Silicon Valley. Et pourtant, la qualité de ce qui est fait en Afrique égale, mais totalement, la qualité de ce qui est fait à Paris, de ce qui est fait à New York, de ce qui est fait à Pékin. Donc il faut une stratégie à l'échelle continentale, il faut ou pays par pays? Je pense qu'il faut pays par pays, parce que c'est triste à admettre, mais la réalité est que les initiatives continentales ou intra-régionales ou même entre pays africains ont tendance à ramer. C'est l'histoire qui nous le dit malheureusement.
Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Il y a un autre sujet qui rame un peu aussi en ce qui concerne la souveraineté, c'est le financement des startups en Afrique pour lancer vos diverses sociétés. Vous avez vous-même été et dû être confronté à l'étape de la levée de fonds. Quelle expérience en tirez-vous, cette étape ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ça tombe bien. Ça tombe bien, effectivement. Alors, mon expérience, elle est globalement bonne, dans le sens où j'ai pu m'en tirer. J'ai pu, au final, lever des fonds pour ma boîte et pour mes différentes initiatives. Mais ça a été laborieux, pour plusieurs raisons. Premièrement, 90% des capitaux que j'ai levés n'ont pas été levés en Afrique. Ils ont été levés en Europe. Ça, c'est factuel. Second point, on parle de 3 milliards d'euros que les startups africaines auraient levés en 2023. Aujourd'hui, il faut le chiffre, et on s'en gargarise. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en France, les startups, au premier semestre 2023, ont levé 4 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 30% de plus. Ça, c'est le premier point. Ça signifie qu'un pays, en 6 mois, lève plus qu'un continent en 1 an. Premier point. Second point, il y a plus d'incubateurs à Paris aujourd'hui que dans toute l'Afrique centrale. Donc, le fonds d'investissement étranger, lorsqu'il arrive en Afrique et qu'il a envie d'investir, il a besoin de personnes qui lui ont en quelque sorte déblayé le terrain. Et donc, naturellement, il se tourne vers les tech hubs, vers les hubs d'innovation, vers les espaces, des gens censés accompagner les startups locales. La problématique à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est que entre le montant qui dit être investi dans les startups africaines, que ce soit via des mécanismes d'aide au développement, de coopération, peu importe, et l'argent qui arrive de manière effective dans les comptes en banque des start-upers, il y a 8 mondes. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce depuis des années. Je critique fortement le fait que des intermédiaires aient créé ce que j'ai appelé la start-up mafia. Et il y a une sorte d'économie parallèle aujourd'hui autour de l'investissement vers les startups africaines qui fait que si vous demandez à des start-upers aujourd'hui à Bamako, à Yaoundé, à Dakar, vous vous rendrez bien compte que beaucoup vivent dans la précarité. Et qui sont les mafieux ? Les mafieux, pour moi, ils sont des deux côtés. Ils sont en Afrique et ils sont en Europe. Il y a les mafieux en Europe qui organisent des activités qui ont parfois des budgets conséquents sur la thématique Afrique, qui surfent sur la vague de la thématique Afrique et l'intérêt que les gouvernements européens, notamment le gouvernement français, a pour essayer de capter le plus de fonds sur le sujet. Et il y a ceux qui sont en Afrique qui, aujourd'hui, en fait, reçoivent l'argent d'organismes de coopération, d'ambassades étrangères, qui reçoivent ces capitaux. Et au final, très peu de startups sortent de leurs incubateurs. Très peu de startups arrivent à survivre et à sortir de là. Et c'est cela qui, moi, me gêne un peu. Mais ceci dit... Donc il faudrait des enquêtes, il faudrait davantage d'évaluation des résultats ? L'évaluation, elle est très simple. Posez la question. Vous savez, posez une question très simple à ces personnes-là. Pouvez-vous nous lister 10 startups que vous avez financées et qui ont réussi ? La question, elle est simple. Posez la question aux start-upers. Combien avez-vous reçu dans votre compte en banque ? Et vous vous rendrez compte très vite, très très vite, de ce que je suis en train de dire. Un des rares programmes qui ne fait pas ça, parce qu'il ne faut pas juste critiquer, il faut aussi dire ce qui est bien. Le programme, par exemple, de Tony Elumelu. Il n'est pas parfait, mais au moins, les start-upers, dans leur compte en banque, reçoivent ce qui a été annoncé. Et donc, la problématique, elle est simple. Lorsque vous avez, par exemple, un programme d'accompagnement de start-up, on va vous dire, je prends un exemple très, très simple. On va vous dire, il y a 100 000 euros pour lancer un programme pour les start-up. Eh bien, il y a des experts qui sont des consultants en marketing, en finance, en stratégie, qui vont consommer sur ce budget-là, parfois 70-80%. Et les 20 000 euros restants, eh bien, c'est ça la trésorerie qu'on essaye de partager aux start-upers. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même en tant que start-upper. Donc, je parle de quelque chose que j'ai connu dans ma chair et que les autres connaissent aujourd'hui. Et étant donné que j'ai pu sortir de cette étape de précarité-là, je me fais le devoir, à chaque fois que j'en ai l'occasion, de parler pour eux et de dire aux organismes de financement, écoutez, faites simple. Virez l'argent aux entrepreneurs africains eux-mêmes. Les mafieux sont démasqués. Aurélie. Néanmoins, vous connaissez ce système, mais vous avez choisi d'immatriculer votre dernière start-up à Paris. Vous
pensez du coup que l'accès aux capitaux en Europe est plus facile et vous avez peut-être fait fi des problèmes. Enfin, en tout cas, vous avez dit il y a un problème de perception en Afrique du risque de la part des investisseurs qui n'est pas bon. Mais qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous recommandez pour que ça change et que ça évolue justement, qu'on ne soit pas dans le constat mais qu'on soit dans l'action C'est ça. Eh bien, pour être dans l'action, la première des choses, c'est d'avoir des échanges comme celui qu'on est en train d'avoir. C'est de sensibiliser les gens. Parce qu'il y a aussi la culture de l'investissement parfois qui manque. Chez nous, parfois, on a l'impression qu'investir, c'est prêter de l'argent à un entrepreneur. Ça, c'est lui faire un prêt. C'est lui créer de la dette. L'investissement, ça signifie qu'on est solidaire de la réussite et des échecs. Et donc, on entre dans le capital de l'entreprise. C'est une toute autre histoire. Ça n'a absolument rien. C'est une question de court terme, long terme aussi. C'est une question de court terme, de long terme. Donc, il y a d'abord une question d'éducation. Les gens sont de bonne foi. Il y a une culture de l'investissement en Afrique, la tontine. On n'a pas attendu les venture capital américains pour inventer la tontine. Et nos mamans arrivent à financer l'école, des projets en Afrique avec ça. Donc, on sait investir en Afrique. Maintenant, investir sur des projets technologiques à forte valeur ajoutée, c'est une autre histoire. Vous remarquerez que les investisseurs en Afrique, tous ceux qui se lancent, très souvent, c'est sur des secteurs qui, de mon point de vue, sont intéressants, mais qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, ils vont se lancer souvent dans l'immobilier, souvent dans l'agriculture. Et même quand c'est de la tech, c'est souvent parfois du e-commerce avec un aspect où il y a des choses palpables, il y a du commerce clair. Ou parfois de la fintech. La fintech, par exemple, au Nigeria explose parce qu'il y a des problématiques de transfert de fonds, il y a des fortes diasporas. Donc, en gros, sur tous les secteurs d'activité, y compris technologiques, où il y a un jeu de rentabilité facile à cerner, les investisseurs y vont en Afrique. Par contre, sur le quantique, sur le spatial, sur l'intelligence artificielle, comme un vieux tonton m'avait dit, on ne voit pas ça. C'est trop compliqué. Le dicton du vieux tonton. William Elong, figure de la tech africaine et européenne, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Parmi les principaux défis du moment pour les entreprises, y compris sur le sol africain, la cybersécurité, avec des attaques cyber qui se multiplient, y compris contre des organismes publics. On va en parler avec un expert de ces questions, Clément Domingo, qui se présente comme un hacker éthique. C'est un Sénégalais installé dans l'ouest de la France. Bonjour Clément Domingo. Bonjour Bruno, bonjour à tous les auditeurs. Que pensez de l'action des gouvernements africains ? Je travaille avec plusieurs gouvernements, avec plusieurs ministères, et là je ne dirais pas qu'à date qu'en 2024 la réponse est à la hauteur, même s'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour, on va dire, relever ce niveau de cybersécurité. Par exemple, je peux en citer deux. Depuis 2014, il y a un texte quand même qui est fondamental qui s'appelle la Convention de Malabo, et cette Convention de Malabo, à l'instar de la Convention de Budapest, voudrait que les pays en Afrique puissent ratifier, signer, mais surtout mettre en œuvre cette convention qui vient un peu rédiger, stipuler des différents moyens pour protéger un pays par rapport à l'espace numérique. Sauf que dans les faits, 9 ans après la signature, en tout cas cette convention-là, en Guinée équatoriale, donc à Malabo, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas encore, qui déjà n'ont pas ratifié cette convention, et pire encore ne l'ont pas signée, et même pour ceux qui l'ont ratifié et signé, ça peine encore à mettre en place vraiment cet organe-là, c'est les différents textes, les différents moyens pour venir pleinement défendre le cyberespace africain. Donc non, hélas, les gouvernements africains ne sont pas encore à la hauteur. Alors ça, c'est du côté des gouvernements. Du côté des entreprises, Clément Domingo, est-ce qu'elles sont, selon vous, davantage conscientes des risques ? On se doute bien que si les États eux-mêmes ne sont pas garants de mettre en place les politiques, ça ruisselle négativement une fois de plus sur les entreprises, sur les banques, qui elles-mêmes aussi sont littéralement, qui sont juste littéralement dépassées. Pour preuve, il y a eu pas mal de cas de cyberattaques en 2023 sur des banques, et d'ailleurs sur des banques majeures en Afrique. Je ne les citerai pas ici, mais tout le monde pourra les retrouver très facilement, où à chaque fois j'ai été très surpris par la réaction, donc à la fois juste la politique de l'autruche, comme quoi il s'était jamais rien passé, et ensuite on se rend compte quand même que ces banques-là ne prennent pas aujourd'hui totalement la mesure de la protection des données
des citoyens, la protection des données des clients, et ce qui fait que c'est juste un désastre. Et ça, il va falloir littéralement trouver quelque chose pour remédier à ça, et 2024, 2025, en tout cas les années à venir, les mois à venir, les semaines à venir devront être cruciales si on veut rehausser le niveau de sécurité au niveau de l'Afrique. Merci Clément Domingo. Merci Bruno, à bientôt. Clément Domingo, alias Sax, SA2X, spécialiste sénégalais du dark web. William Elong, on revient vers vous. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste ? Est-ce que, selon vous, la prise de conscience est réellement insuffisante de ces risques cyber sur le continent africain ? Oui, il a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, la prise de conscience reste insuffisante, mais les choses commencent à bouger. C'est-à-dire que dans les pays africains, il y a de plus en plus de startups locales. Au Cameroun, par exemple, je pense à Enix, qui œuvrent à sensibiliser, à limiter en tout cas les risques de cyberattaques dans le pays. Et dans chaque pays d'Afrique francophone aujourd'hui, vous avez des jeunes, des entrepreneurs. Et il y a en réalité une grosse culture du hacking qu'on a. Je vais vous donner un exemple très concret. La première fois de ma vie que j'ai payé un logiciel, je crois que c'est quand j'étais à Paris pour mes études. Et je pense que cette réalité-là, elle est vraie pour beaucoup de jeunes Africains. Donc, on n'a pas... Il y a une vraie culture du hacking. Maintenant, est-ce que les gouvernants ont le même niveau de conscience du risque que les jeunes ? C'est une autre histoire. Ils viennent d'où, justement, ces risques ? Là, vous citiez, il y a une culture de hacking en Afrique, sur le continent. C'est peut-être aussi le revers de la médaille de la culture de la débrouille et aussi des bonnes formations. Mais ils viennent d'où les vrais risques qui ont un impact qu'on n'arrive pas à mesurer, Clément Domingo disait tout à l'heure. Les chiffres et les noms, on les a pas parce que personne va le dire. On les a, on les connaît. Je vais vous donner un exemple. Lesquels sont-ils ? Aujourd'hui, vous vous rappelez, il y a eu un scandale sur le siège de l'Union africaine et les micros. Donc, par exemple, c'est quand même fort de café de se dire qu'au siège des institutions africaines, là où les décisions sont prises, les serveurs, les discussions stratégiques, l'infrastructure technologique est faite par un groupe chinois et personne n'a eu l'idée d'auditer l'infrastructure qui a été déployée. Ça, c'est le premier point. Il y a la question des contrats sur, j'ai envie de dire, les transmissions nationales. Et c'est vrai dans toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait en local des compétences dans tous les pays d'Afrique aujourd'hui, vous avez des gens capables d'assurer des transmissions radio, HF, Internet, parfaitement, en totale autonomie. Vous avez des gens capables de vous monter un data center de A à Z. Mais il y a un tel complexe d'infériorité. Eh bien, c'est cela le vrai problème. C'est que vous avez des personnes qui décident et qui sont tellement complexées, qui sont convaincus qu'il faut que ce soit un Américain, un Européen, qui vienne faire le travail que des acteurs locaux pourraient parfaitement exécuter. Et tant qu'on ne règle pas ce problème de mentalité à la racine, on va brasser du vent. On va parler de sensibilisation à longueur de journée. Ils savent très bien qu'il y a des solutions locales, mais par habitude, par facilité et surtout par complexe, ils continuent d'aller chercher à l'étranger ce qu'ils ont à portée de main. Vous, avec Faraday, vous travaillez avec qui ? Aujourd'hui, on travaille avec des acteurs privés, des acteurs publics. Je vous ai évoqué tout à l'heure, par exemple, dans le cadre du programme Startup, Amazon et Nvidia qui nous permettent d'avoir, par exemple, de la puissance de calcul. Nvidia nous permet d'avoir accès aux cartes graphiques les plus performantes pour entraîner nos modèles. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Et nous avons très rapidement, en quelques mois, réussi à déployer des modèles ARIA alternatifs à des modèles comme GPT-3.5 des solutions américaines. Et sur ce point-là, notre positionnement est de dire, en France, en Europe, on est capable de créer des solutions alternatives aux solutions américaines qui sont entraînées sur des données francophones. Nous avons par exemple pris le dataset du Parlement français qui est open source pour entraîner nos modèles. Et c'est en travaillant de cette manière-là, avec des entreprises européennes d'ailleurs, comme Reply, qu'on arrive à faire des choses concrètes. Et cet écosystème de partenaires-là, vous rappeliez tout à l'heure qu'on s'est immatriculé à Paris, eh bien, c'est tout cela que l'Europe donne. Parce que vous avez des gens qui, ici, et ailleurs aussi, comme je le dis, mais surtout aujourd'hui en France, l'Europe a peur. L'Europe aujourd'hui a peur d'être déclassée. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité d'affaires. Vous travaillez avec des organismes ou des entreprises africaines ? Bien sûr, beaucoup. Au Cameroun, notamment, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Dans l'Afrique francophone, on travaille.
Il n'y a pas que l'immatériel, l'impalpable qu'il faut protéger en Afrique et ailleurs d'ailleurs, mais il y a aussi du très très concret à défendre. C'est le cas de la sécurité des personnes, des biens, des infrastructures. Vous êtes spécialisé d'ailleurs dans les drones sécuritaires. Pourquoi? Quel a été le déclic? Après, il faut savoir que moi, je travaille dans le domaine de la sécurité depuis que j'ai 18 ans. Ma première entreprise pour laquelle je travaillais, c'est Thales. Après ça, j'ai travaillé pour Nexter, qui est un fabricant d'équipements de défense français. Donc, pour moi, cet écosystème de la défense est totalement naturel. Il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, j'estime que si on ne règle pas les problématiques de défense, il n'y a pas de développement. Personne ne va à l'école sous les balles. Personne ne construit un hôpital sous les balles. Personne ne construit une route sous le feu des balles. Et donc, la question centrale aujourd'hui du développement, de mon point de vue, c'est la sécurité. Et donc, à partir du moment où vous avez réussi à assurer la sécurité de la population, eh bien, tout le reste peut commencer à suivre. Entendons-nous bien, il y a des pays qui n'ont pas de problématique de sécurité, qui sont sous-développés. Mais ce que je dis, c'est que c'est encore plus compliqué si en plus on a des problématiques de sécurité. Les drones sont pour vous un instrument majeur, décisif dans cette politique de sécurité? Totalement. Aujourd'hui, je dirais même que les drones, sur tous les conflits armés, on a ce que j'appelle la guerre des drones. Regardez l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le conflit aujourd'hui, il a été gagné surtout grâce aux drones turcs. Regardez sur le Sahel, il faut savoir qu'une des plus grandes bases de drones, pour vous montrer à quel point c'est important, une des plus grandes bases de drones au monde est au Niger. Elle est gérée par des Américains. Donc on parle beaucoup de la présence militaire française américaine. Eh bien, ce sont des drones américains qui frappent le plus dans le Sahel. Ce ne sont pas des drones français. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les drones ont un rôle extrêmement stratégique sur tous les conflits armés dans le monde et permettent de décider qui gagne et qui perd. D'ailleurs, depuis que vous avez lancé votre activité, les initiatives de production, enfin de création de production de drones sont multipliées sur le continent. Totalement. Et sont développées dans plusieurs secteurs, dans l'agriculture, mais aussi dans un autre sujet, la lutte contre le terrorisme. Je pense notamment au Cameroun, où il y a au nord Cameroun Boko Haram. Qu'est-ce que cette technologie, que ce soit dans l'agriculture et dans le terrorisme, le grand saut, qu'est-ce que cette technologie permet de faire mieux? Alors, plusieurs choses. Dans le civil, aujourd'hui, ces technologies permettent, par exemple, dans l'agriculture, d'optimiser les rendements agricoles, de détecter les zones d'irrigation des sols, de faire de l'épandage aujourd'hui. Donc, sur l'agriculture, on peut faire, par exemple, 1 hectare en 30 minutes aujourd'hui avec un drone. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui permettent d'économiser du temps et donc des coûts dans ce secteur-là. Pour la sécurité, c'est révolutionnaire. Aujourd'hui, au lieu d'exposer un homme, eh bien, sur une portée entre 5 et 50 km, voire plus, on peut exposer un objet, un drone. Former un pilote d'avion peut prendre une dizaine d'années. Former un pilote de drone, ça prend quelques semaines. Et donc, ça signifie que pour une armée aujourd'hui, je peux avoir très rapidement 100 télépilotes de drone, là où 100 pilotes de F-16, ça me prendrait un peu plus de temps. Mais aussi pour les adversaires des armées. Bien sûr, on le voit bien avec le conflit russo-ukrainien. La question des drones est centrale. D'un côté, il y a des drones iraniens, de l'autre, des drones turcs, des drones américains. Donc, et même en termes de renseignement, aujourd'hui, plus votre drone vole haut, plus il a une portée élevée, eh bien, plus vous pouvez capter du renseignement en amont et plus vous pouvez anticiper sur les choix, les décisions tactiques de l'ennemi. Et donc, c'est un enjeu réel. Et maintenant, et même un enjeu diplomatique, parce qu'il y a une législation qui s'appelle la législation ITAR, dont on ne parle pas beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que c'est la législation ITAR? C'est une législation américaine qui dit que s'il y a un composant dans un équipement de défense que vous utilisez, eh bien, le gouvernement américain décide si vous pouvez exporter un matériel ou pas. Eh bien, beaucoup de pays africains, sur la question des drones, de la robotique et des équipements de défense, se sont retrouvés coincés à cause de ça. Parce que à un moment ou un autre, vous avez vos relations avec un pays occidental se sont un peu brouillées, eh bien, on vous interdit d'avoir des pièces de rechange. Et c'est très facile. Si vous avez 10 drones et que je vous interdis d'importer les hélices, c'est fini. Mais elles viennent d'où, les pièces détachées? Elles viennent pas forcément des États-Unis, justement? Pas que des États-Unis. C'est tout ce que je veux. C'est exactement ça, la subtilité de la loi ITAR. Il suffit qu'une vis dans ce drone vienne des États-Unis, eh bien, les Américains ont le droit
de dire si vous avez le droit de le vendre ou pas. Et d'ailleurs, la France en a fait les frais. Aujourd'hui, sur plusieurs fronts, il arrive parfaitement que le gouvernement américain ralentisse, traîne des pas pour donner une autorisation d'exportation pour une vente d'équipement. William Elong, le petit génie du drone camerounais, comme le titrait un article de RFI il y a un peu plus d'un an, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On va continuer à parler ensemble des grands enjeux économiques pour le continent, de la relation avec la France, des questions d'immigration en Europe, de la recherche de talents et de football, bien sûr. Avant cela, on vous a demandé de choisir une musique, une chanson, et vous avez choisi celle-ci, Zamina Mina Zangalewa, un tube rendu planétaire par Shakira lors du mondial en Afrique du Sud. Mais à l'origine, c'était en 1986. Il y a une chanson camerounaise qui fait partie du répertoire des soldats, mais aussi des groupes de jeunes scouts dans toute l'Afrique. Le groupe camerounais Golden Sounds, rebaptisé Zangalewa. On écoute un extrait. Zamina mina, waka waka, zamina mina Zangalewa, anawam Zamina mina, waka waka, zamina mina Zangalewa, anawam Zamina mina. Zangalewa, c'était en 1986. Vous n'étiez pas né. William Elong, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous, cette chanson ? Moi, j'aime beaucoup cette chanson pour plein de raisons. Parce que déjà, ça évoque mon enfance, ça évoque mon pays, ça évoque beaucoup de choses qui m'ont fait grandir. Et c'est une chanson de motivation qui encourage, qui dit... Voilà. Et aussi parce que du point de vue start-up, parce que je ramène souvent tôt à ça, pour moi, ça, c'est la plus belle start-up africaine, cette chanson. Parce que c'est la preuve que vous pouvez commencer en Afrique et finir sur le toit du monde. Aujourd'hui, j'étais aux États-Unis dans le cadre d'un programme, le programme IVLP, et j'étais entouré de gens de 15 pays différents. Et étonnamment, notre point commun, c'était cette chanson. Dès que j'ai chanté cette chanson, ils ont pensé à la reprise de Shakira, évidemment, et ça montre que vous pouvez commencer en Afrique et tout est possible. En l'occurrence, c'est une marche militaire, l'Afrique en marche, l'Afrique qui conquiert le monde, mais dans un monde de plus en plus compliqué. Je voudrais vous faire réagir aux propos tenus en ce début d'année 2024 par Bruno Le Maire au ministère français de l'économie lors de ses vœux. Tout a changé enfin en 7 ans parce que le monde a changé et que nous devons tous en prendre une conscience aiguë, sans quoi nous ne prendrons pas les bonnes orientations politiques dans les années qui viennent. Nous vivons un moment historique qui définira les rapports de force mondiaux des 50 prochaines années. Historique, la réorganisation des chaînes de valeur que nous avons tous connues depuis plusieurs mois. La mondialisation ne sera plus jamais comme avant. Elle était purement économique, elle va devenir politique. Je veux dire dictée par des impératifs de puissance, motivée par des logiques de transaction et de pur intérêt, et guidée par une course à l'indépendance. Le temps est à la dureté des nations. Le temps est à la dureté des puissances. Ça fait un peu de froid dans le dos, William Elong. La course aux indépendances, l'heure est à la dureté des puissances. Comment vous analysez ça ? L'heure a toujours été à la dureté des puissances et les rapports entre États ont toujours été des rapports de force, donc il ne dit rien de nouveau là. Concrètement, les rapports entre États... Pas plus en 2023-2024 qu'avant. Un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'avant, le monde était régi par un camp dominant. C'était l'Occident qui dictait la marche du monde à tout le monde. Eh bien, depuis, les choses ont un peu changé. Il y a aujourd'hui ce que certains appellent le Sud global. Il y a l'Afrique, il y a l'Amérique latine. Eh bien, le monde aujourd'hui n'est plus unipolaire. On est dans un monde multipolaire. Et donc, le champ de confrontation s'élargit, effectivement. Mais ça a toujours été le cas. C'est juste qu'avant, il y en avait un qui était plus fort que tous les autres et les écrasait et imposait sa façon de penser. Aujourd'hui, vous avez des générations en Afrique, en Asie, qui disent non,
qui disent on ne veut pas qu'on nous impose une culture, on ne veut pas qu'on nous impose une façon de voir le monde, on ne veut pas qu'on nous impose une façon de penser. On estime que nous avons des États et nous sommes des gens assez matures pour décider de notre destin. Vous avez récemment publié un post que je vais vous lire. Donc, je vous cite. « Nous, Africains, ne devons ni suivre les Russes, ni suivre l'Occident, mais créer notre propre voie pour nos propres intérêts. Devenir des vassaux d'un camp comme de l'autre me semble être une insulte à l'honneur de tous ces héros, comme Thomas Sankara, qui se sont battus pour notre indépendance et notre liberté. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je voulais dire exactement ce que j'ai dit, à savoir qu'on ne peut pas et on ne doit pas remplacer le colon français par le colon russe ou par le colon chinois. On doit écrire notre histoire. C'est très simple. Aujourd'hui, les Africains doivent prendre conscience du fait qu'ils sont les seuls maîtres de leur destin. Et oui, il y a eu la colonisation, oui, il y a eu l'esclavage, mais c'est la victimisation permanente, j'estime que c'est le passé. On a compris. S'il fallait que tous les pays qui ont été écrasés, qui ont été dominés, s'enferment dans ce discours-là, eh bien, on n'irait pas plus loin. Et ceci dit, entendons-nous bien, dire il ne faut pas se victimiser ne signifie pas nier la réalité de l'impact continu de la colonisation via des mécanismes néocoloniaux tels que le franc CFA. Donc, c'est juste de dire qu'il faut se projeter sur l'avenir. Et qu'il faut coopérer, Bien sûr qu'il faut coopérer. Personne ne se développe seul. Il ne faut pas non plus tomber dans un discours radicaliste qui dirait l'autre est forcément mon ennemi. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez des exemples. Alors, je dis exemple, mais ça, c'est des faux. L'Union européenne. Vous avez 27 États qui ont 27 intérêts différents. Mais croyez-moi, ils arrivent à parler parfois d'une seule voix. Face à la Chine, ils savent parler d'une seule voix. Face aux États-Unis, ils savent parler d'une seule voix. Donc, aimer son pays, ce n'est pas rejeter les autres. Défendre son pays, ce n'est pas créer des barrières entre nous et les autres. Ça signifie, on dit la mondialisation, c'est le carrefour du donner et du recevoir. Donc il faut prendre chez les autres ce qu'on peut prendre et garder notre propre identité. Donc dans ce contexte, les Africains se trompent en se divisant entre ceux qui s'éloignent totalement de la France et ceux qui continuent complètement de travailler avec elle ? Totalement. C'est-à-dire, alors je dirais que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est beaucoup plus nuancé que ça. On ne peut pas, aujourd'hui, déjà personne ne peut se développer seul. L'Occident ne peut plus se développer seul. L'Afrique ne peut pas se développer seule. Ça, c'est un point. Mais j'aime souvent rappeler que si on fermait les frontières totalement de l'Europe et si on fermait les frontières totalement de l'Afrique, je ne suis pas sûr que ce sont les Africains qui perdraient le plus. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, si on pense au cacao, vous avez une bonne partie de la production mondiale de cacao qui est entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de cacaoyer à Genève. Mais il se trouve que les pays européens sont les premiers producteurs de chocolat. Donc ça signifie qu'il faut une industrialisation et que les Africains prennent la capacité à transformer leurs matières premières au niveau local. Et pour cela, parfois, l'expertise aujourd'hui en matière d'industrialisation, elle est souvent à l'étranger. Donc il ne faut pas hésiter à coopérer. Il ne faut pas hésiter à travailler avec des Français, des Russes, des Chinois. Mais par contre, il faut le faire dans une logique de respect mutuel. C'est cela mon message. Il est très simple. C'est de dire on doit travailler ensemble, il faut qu'on travaille ensemble, mais dans le respect. Le principal reproche que les Africains font, parce qu'on parle souvent de sentiments anti-français, mais non, il n'y a pas de sentiments anti-français, il n'y a pas des Africains comme ça, assis dans leur famille, en train de chuchoter « Oh là là, la France serait le diable absolu ». Non. Par contre, il y a des Africains en train de dire « Oui, la France nous a laissé quelque chose qui s'appelle le franc CFA dont on ne veut plus ». C'est un sentiment anti-néocolonial, ce n'est pas un sentiment anti-français. Au contraire, regardez l'Agence universitaire de la francophonie, regardez les instituts français qui sont prisés, regardez les milliers d'étudiants africains qui viennent en France étudier chaque année. Ne me dites pas que ces gens-là détestent la France, c'est pas vrai. Voilà. Vous venez d'évoquer justement le franc CFA. Il y a un mois, on a assisté à la formation de l'Alliance des États du Sahel entre le Burkina, le Mali et le Niger, un pacte de coopération sur divers sujets, mais en tout cas qui a le même but. Ils réfléchissent notamment à créer leur propre monnaie, sortir du franc CFA et son héritage colonial. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je trouve qu'ils sont géniaux. Je trouve que c'est une idée magnifique. Pensez qu'il faut sortir du franc CFA ? Comme je pense
80, peut-être même 90% des jeunes Africains qui vont écouter ce reportage, on pense tous qu'il faut sortir du franc CFA pour plusieurs raisons. Alors, sortons au-delà des raisons entre guillemets affectives et du fait que ça s'appelait quand même franc des colonies françaises d'Afrique et que nous sommes en 2024, il y a aussi des raisons objectives. Le nom a objectives. changé depuis. Oui, en gros, on a gardé le sigle, on a changé les mots. C'est ce qu'on appelle de la cosmétique. Maintenant, si on va sur le fond, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être arrimé nécessairement à l'euro. Il y a plein de pays qui ne sont pas arrimés à l'euro, la Corée du Sud, le Japon, et aux dernières nouvelles, leurs économies ne sont pas en faillite. Donc, il faut bien comprendre que l'autonomie monétaire est un point essentiel du développement. Déjà du point de vue psychologique, parce que ça permet aux nations et aux peuples de s'assumer en tant que réellement indépendants. Et aussi, ça permet, de mon point de vue, quelque part, de responsabiliser les Africains en les amenant à assumer le fait qu'ils sont maîtres de leur destin. Parce que le franc CFA crée un prétexte un peu pour certaines personnes. Le franc CFA crée un alibi. Le franc CFA permet à certains qui font juste de la malgouvernance et qui sont pas en capacité de travailler sur des vrais sujets. Parce que lorsqu'on parle du franc CFA, qu'on l'agite comme ça, on oublie qu'il y a des questions de pouvoir d'achat des populations, on oublie qu'il y a des questions technologiques, on oublie qu'il y a, comme je disais, la cybersécurité, le spatial, la santé. Donc, ne nous donnons pas l'impression non plus que c'est le franc CFA qui fait qu'il y ait des détournements de fonds partout en Afrique. Le franc CFA, quand même, pendant le Covid, c'est une des rares monnaies c'est une monnaie qui est restée stable. Oui. Là où beaucoup de monnaies se sont écroulées. Et là où d'autres ne se sont pas écroulées aussi. Il y en a beaucoup qui se sont écroulées, oui, justement. En Afrique de l'Ouest, je parle par exemple, si on compare, le franc CFA, ça a permis de garantir à ce que la Même au Ghana et au Nigeria, on utilise de plus en plus le franc CFA aussi. Oui, encore une fois, il faut bien comprendre. Certes, le franc CFA a apporté une certaine stabilité. Mais comme je dis, c'est un peu la paix de l'esclave. Je n'en veux pas de cette paix-là. Je n'en veux vraiment pas. C'est-à-dire que si vous me dites, vous me donnez de la stabilité et vous me mettez un boulet et une chaîne au pied, je n'en veux pas. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'en veulent pas. Maintenant, au-delà de ça, on a présenté le franc CFA comme un outil d'intégration régionale, et sous-régionale en Afrique. Sauf que moi, la première fois que je suis allé à Abidjan, j'ai été très surpris. J'étais très content d'aller à Abidjan. J'avais mes francs CFA dans la poche. Et puis, j'arrive à Abidjan. Et je sors 100 000 francs CFA. Quelle a été ma surprise de découvrir qu'ils ont été dévalués de 10% à l'époque. Ça veut dire qu'on vous présente cela comme une monnaie qui serait commune à plusieurs pays, mais en réalité, il y a deux francs CFA. Il y a un franc CFA en Afrique centrale, il y a un franc CFA en Afrique de l'Ouest. Premier point. Imaginez que vous aviez 100 € à Paris et que juste parce que vous avez fait le trajet Paris-Bruxelles, ces 100 € deviennent 90 €. Mais ce n'est pas un outil d'intégration, de développement économique, c'est un outil de destruction économique. Et ça, c'est juste le bon sens qui permet de le comprendre. Et vous pensez que le Mali, le Niger, le Burkina, cette alliance des États du Sahel va pouvoir, à court ou à moyen terme, créer cette monnaie ? Ou c'est une annonce politique ? Alors, ça vous paraît réalisable ? Est-ce que c'est réalisable ? Oui. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? J'en doute. Maintenant, et je pense qu'il y a aussi un peu de populisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le franc CFA donne un alibi parfait. Le franc CFA donne un alibi pour noyer le sujet. Noyer le sujet de la bonne gouvernance, noyer le sujet des problématiques de fonds de développement. Et c'est un peu trop facile. Donc non, si les Africains voulaient vraiment qu'il y ait que le franc CFA s'arrête, la jeunesse africaine le veut, les gouvernants africains ne le veulent pas. Et je me rappelle, il y a une interview d'un député français, qui a fait une interview assez intéressante sur le sujet, où il rappelait, à raison pour le coup, qu'en France, le Parlement s'était déjà saisi de cette question du franc CFA et avait refilé la patate chaude au Parlement africain. Et qu'à date, aucun Parlement africain n'a fait une assise pour dire « nous arrêtons » de manière... Il y a une transition vers l'éco en cours, normalement en 2027. En tout cas, une monnaie unique. C'est ça. Je ne sais pas comment elle s'appellera. C'est ça. L'éco a été évoqué. Mais même là, plusieurs personnes ont rappelé le côté un peu cosmétique de cet éco-là. Pour nous, les choses sont... Quand je dis pour nous, en tout cas, je parle pour moi, je ne parle pas pour tout le monde, mais le franc CFA doit s'arrêter.
William Elong. Et il nous reste encore quelques minutes dans cet entretien. Ce grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. À propos de cette relation sud-nord, je voudrais que l'on écoute la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui a parlé des relations entre son pays, l'Italie, et l'Afrique, qui est séparée seulement d'elle par la Méditerranée. On écoute. L'Africa per noi è assolutamente strategica, non solo perché noi siamo i dirimpettai. L'Afrique pour nous est stratégique et pas seulement parce qu'on est voisins. Tout ce qui va bien en Afrique va bien aussi chez nous et tout ce qui va mal en Afrique se répercute sur nous d'une certaine manière. Par ailleurs, contrairement à la perception qu'on en a, en réalité ce n'est pas un continent pauvre, c'est un continent qui dans certains cas est exploité et qui dans certains cas n'a pas les instruments pour extraire ses richesses. Mais avec ces richesses, il pourrait très bien vivre et il pourrait très bien prospérer. Vivere e in quelle ricchezze potrebbe prosperare. William Elong, l'Afrique et l'Europe interdépendants, selon Giorgia Meloni, restent à coopérer, y compris sur les sujets migratoires. Oui, la preuve, je suis là. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que 40% des chercheurs en France sont étrangers. Il faut bien comprendre que chaque étudiant étranger qui vient en France, à l'instant où nous sommes en train de parler, doit bloquer une sorte de caution qui représente un peu plus de 7 000 euros, qu'il devra dépenser en France. Donc ça signifie qu'il rapporte de l'argent. Autre point, il y a des organismes français comme Business France et il y a une campagne qui s'appelle Choose France qui vise à attirer les talents et les entrepreneurs étrangers. Donc il faut sortir de cette vision un peu caricaturale qui consiste à laisser croire que tous les immigrés ou que l'immigré africain serait forcément quelqu'un avec une culture douteuse, peu qualifié, qui viendra à une barque par des moyens étranges. Ça existe aussi. Mais bien sûr, ça existe aussi, mais beaucoup viennent et travaillent. Beaucoup viennent et font tous les métiers que personne ne veut plus faire en Europe. Demandez aux restaurateurs à Paris s'ils veulent que tous les immigrés rentrent. Demandez dans les hôpitaux en campagne si on veut que tous les médecins béninois rentrent au Bénin. Demander dans les EHPAD si on a envie que les immigrés repartent tous. Donc, il y a une réalité, c'est que la population étrangère apporte, contribue à l'économie française, contribue même, et je veux sortir de cette vision vraiment de ce qu'on appelle les métiers en tension. Moi, je veux parler des métiers de sciences. Dans les sciences, dans les arts, aujourd'hui, les personnes d'origine étrangère travaillent de manière réelle au développement et au rayonnement, en tout cas, de l'Europe. Regardez Faraday. Faraday, aujourd'hui, c'est une entreprise française qui travaille avec des entreprises africaines, avec des gouvernements africains, mais c'est bien une entreprise française. Lorsqu'on travaille avec les entreprises américaines, on défend la souveraineté européenne face aux géants américains. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des étrangers qui viennent en France pour créer des emplois. Moi, je ne suis pas là pour chercher un travail. Je viens pour créer des emplois, recruter des Français, recruter des Belges, des Allemands, peu importe. Donc, il y a bien des étrangers qui viennent pour apporter quelque chose à l'économie, apporter leur expérience, apporter leur vécu. Et c'est cela aussi la réalité. Message aux parlementaires français qui sont en train d'étudier effectivement un texte sur l'immigration. Aurélie. Il y a aussi un sujet de formation et de compétences. Venir en France étudier et finalement décider d'y créer une entreprise, ça a un sens aussi. Oui. Est-ce que c'est une démarche que vous encouragez point de vue représentant diaspora, comment vous vous positionnez sur ce point de vue-là? Alors, déjà, je ne pense pas être représentant de diaspora. Je ne suis pas très... À l'aise avec ce terme? Non, parce que, premièrement, moi, mon entreprise, elle est toujours en Afrique et j'y suis toujours. Donc, du coup, pour moi... Elle est immatriculée à Paris. Non, j'ai une entreprise. Ma première entreprise est immatriculée à Douala. Wilson Process. Mais justement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Pourquoi, lorsqu'un entrepreneur américain va vers l'Afrique, on trouve qu'il est ambitieux, c'est la conquête du monde. Et souvent, les entrepreneurs africains, lorsqu'ils vont vers l'international, on voudrait donner l'impression qu'ils seraient déconnectés de l'Afrique d'un coup. Non, je ne pense pas. C'était pas ma question. Non, c'était pas vous. C'était par rapport au fait que Bruno évoquait justement le fait qu'il y a une entreprise immatriculée à Paris. Et je soulevais le fait qu'il n'y a pas de contradiction dans le fait d'avoir une entreprise à plusieurs endroits, de la même manière qu'une entreprise américaine peut avoir des filiales dans plusieurs pays.
Donc ça c'était le premier point. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que j'encouragerais des jeunes Africains qui viennent faire leurs études à créer leur entreprise en France? Tout dépend du secteur. Tout dépend du secteur d'activité. La réponse ne peut pas être biaisée. C'est-à-dire que si vous voulez aller sur des secteurs que je qualifie de primaires, sur des choses simples, l'immobilier, l'agriculture, aujourd'hui, les marges que vous faites en Afrique sont infiniment plus grandes que les marges que vous pouvez faire en Europe. C'est-à-dire que sur tout ce qui est lié au commerce, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est l'Afrique est 1000 fois plus rentable que la Terre entière. Par contre, si vous êtes sur des sujets de très haute technologie, des sujets, par exemple, si vous êtes sur de la biotechnologie, si vous êtes sur le spatial, si vous êtes sur l'intelligence artificielle appliquée à certains domaines, par exemple les startups, je pense aux startups qui sont dans la e-santé, etc., c'est triste à admettre, mais la réalité est que vous aurez plus d'opportunités aujourd'hui en Occident parce que ces réalités-là, qui sont en réalité universelles, mais semblent pour les Occidentaux plus proches de leurs problèmes et semblent pour les Africains plus éloignés de leur quotidien parce qu'il y a des problèmes d'eau, d'électricité. Et pourtant, ces problématiques concernent tout le monde. Aujourd'hui, si vous développez le spatial en Afrique, dans le continent qui a le plus de problématiques de sécurité, eh bien, ça signifie moins de Boko Haram, ça signifie moins d'AQMI, ça signifie moins d'attaques terroristes, ça signifie moins de piraterie maritime dans le golfe de Guinée, ça signifie moins d'attaques terroristes en Somalie. Et au fond, ce sujet qui semble si lointain, le spatial, les satellites, eh bien, il a un impact dans le quotidien des gens. Donc, de mon point de vue, ça dépend du domaine dans lequel vous voulez exercer. Pour certains domaines, oui, l'Afrique est le continent le plus pertinent, mais pour d'autres, en l'état, et j'insiste là-dessus, non, l'Occident est beaucoup mieux et vous irez beaucoup plus loin parce qu'il y a beaucoup plus de capital, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont susceptibles de payer vos services. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, je dis, si vous devez rester, restez. Si vous devez partir, partez. William Eliong, est-ce que vous-même, vous avez été victime de racisme? Rarement. Rarement, et je dirais plus en Afrique qu'en France d'ailleurs, notamment dans le Maghreb. C'est l'endroit, en ce qui concerne dans mon expérience, dans ma vie, où j'ai vécu le plus de racisme. On a vu récemment les propos du dirigeant tunisien contre les personnes d'Afrique subsaharienne, qui était scandaleux. Et heureusement, il y a une société civile, que ce soit au Maroc, en Tunisie, qui s'est levée pour rappeler quand même qu'ils ne représentent pas toute la société tunisienne, toute la société marocaine, et ne pas réduire ces pays à cela. En Europe, en France, non. Étrangement, même, je dirais l'inverse. Je dirais qu'en France, c'est l'endroit où, pas qu'en France d'ailleurs, en Europe de manière générale et aussi aux États-Unis, en Occident même, c'est la partie du monde où j'ai vécu où j'ai été le plus respecté de toute ma vie. Très sincèrement. Évidemment, il ne faut pas faire de généralité. Évidemment, il ne faut pas faire de généralité, mais de mon expérience, il y a du racisme en Occident, il y a du racisme, mais ce que j'ai constaté, c'est à partir du moment où vous avez quelque chose à apporter, souvent dans un domaine scientifique ou technique, en réalité, les pays occidentaux vous donnent un traitement très différent de l'immigré qui n'a pas les mêmes qualifications. Donc, du coup, c'est assez logique que quelqu'un comme moi n'ait quasiment jamais vécu de racisme, mais ait plutôt vécu même des facilités mises en place par les pays qui m'accueillaient pour mon intégration, pour mon développement dans le pays. Mais ça ne change pas la réalité qu'il y a du racisme, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans la victimisation et assumer le fait qu'on est maître de son destin, tout simplement. On va parler football pour terminer cette émission. William Eliong, à l'occasion de la CAN en Côte d'Ivoire, les stars du ballon rond, toujours plus adulées. On pense à vos lions indomptables camerounais, hein, votre équipe de cœur. Est-ce que vous trouvez ça justifié, parfois, cette idolâtrie, effectivement, pour certains footballeurs extrêmement bien payés? Bon, il y a Kylian Mbappé, il y a Lionel Messi, il y a Cristiano Ronaldo. Alors, je pense qu'on dit le football au Cameroun, c'est une religion. Donc, est-ce que je trouve que c'est justifié? Je trouve que chacun gagne ce qu'il mérite. Maintenant, mon sujet, c'est plus
pourquoi même pas pourquoi. Je trouve que les personnes dans d'autres secteurs d'activité aussi devraient être tout autant valorisées. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est très bien de valoriser des sportifs parce qu'ils font briller le maillot, ils font briller l'honneur du pays. Mais derrière, il faut faire briller aussi des scientifiques. On a des Africains qui sont excellents. D'ailleurs, on a un des deuxièmes meilleurs mathématiciens au monde. C'est un Camerounais. Vous avez des personnes qui travaillent dans le spatial. Vous avez des personnes... Donnez-nous des noms. En fait, il y en a tellement. Et je ne veux pas me mettre à tous les citer, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans tous les laboratoires, j'insiste, dans tous les grands laboratoires occidentaux aujourd'hui, vous avez au moins un Africain. Vous avez au moins un Africain. Et cet Africain, souvent, on ne connaît pas son nom. Et c'est ça qui est dommage. Et je pense que ces Africains-là méritent d'être tout autant connus que des footballeurs, que des basketteurs. Et c'est comme ça qu'on va créer une génération qui va se dire « Ah, mais moi aussi, j'ai envie de devenir scientifique. Moi aussi, j'ai envie d'entreprendre. » Puisqu'on parle des Lions indomptables, qu'est-ce que vous pensez de Samuel Eto'o, le président de la fédération, la FECAFOOT, qui, on le sait, est parfois critiqué, parfois même mis en cause. Alors, moi, il y a l'homme et il y a une personnalité qui ne laisse pas indifférent. C'est une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Il y a l'homme et il y a le symbole. Je respecte énormément le symbole. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, et même l'individu au fond, c'est-à-dire même en tant qu'homme, on le respecte parce que il a fait quelque chose d'extraordinaire dans le sens où il a défendu l'honneur de son pays et dans son domaine en tout cas, exactement comme Zanga Lewa que j'évoquais tout à l'heure, il est devenu un des meilleurs au monde, il est devenu le meilleur de l'histoire. Donc force est de constater, à un moment donné, il faut avoir un regard objectif et avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que dans son domaine, à lui, il a excellé à des niveaux où peu d'Africains ont excellé. Et en ce sens-là, c'est un modèle pour d'autres secteurs d'activité. On devrait avoir des Samuel Eto'o, pour moi, de la robotique. On devrait avoir des Samuel Eto'o du spatial. On devrait avoir des Samuel Eto'o de la biotechnologie, qui sont des Africains. Des Samuel Eto'o du manga, pourquoi pas? Puisque vous êtes fan bien aussi, sûr, vous êtes fan aussi de manga et vous êtes fan notamment de Naruto. Totalement. On va écouter. Naruto, le manga star à l'échelle mondiale d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Eh bien, c'est l'universel. Je parlais de la mondialisation tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est la preuve que peu importe où vous êtes, peu importe votre origine, votre nationalité, il y a des choses qui nous connectent tous. Et les mangas, ça en fait partie. Surtout les mangas de ce type-ci qu'on appelle les shonen, qui passent un message de résilience et de détermination. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça le otaku? Exactement. Les otaku, c'est toute la communauté internationale, intergénérationnelle de fans de manga. Et je me revendique fièrement de ça. Pourquoi aussi? Parce que beaucoup d'otaku sont souvent des petits geeks et souvent des jeunes qui parfois subissent du harcèlement scolaire. Et j'estimais que c'était bien que ces jeunes qui écoutent sachent que voilà, tu peux être un geek, tu peux être dans ta salle de classe aujourd'hui et finir chez Jeune Afrique. Donc, c'est un message d'espoir que je veux leur passer. Merci à vous, William Elong. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'être venu ici dans nos studios pour être le premier grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique de cette année 2024. Merci Aurélie. Merci Bruno, merci William Elong. Votre article avec les meilleurs passages de cet entretien est à lire sur jeuneafrique.com. La version intégrale en vidéo sur notre chaîne YouTube. Rubrique Les invités de l'économie. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux de RFI et de Jeune Afrique. Merci à Guillaume Munier, à Robin Cusneau, à Swell Kedir pour la réalisation et la préparation de cette émission. Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.